privilégiés. À cet égard, l'école en plein air versus l'école en classe relève, nous le verrons, de projets de société sinon différents, du moins complémentaires. L'école en plein air à Bruxelles peut être illustrée grâce aux formidables sources relatives à l'enseignement conservées aux archives de la ville de Bruxelles. Rappelons qu'il existe deux fonds distincts, les archives de l'instruction publique des 19e et 20e siècles et les archives des établissements scolaires communaux. Les archives de l'instruction publique contiennent les documents relatifs à la gestion des établissements scolaires. C'est un fonds de 2 kilomètres linéaires, d'une richesse immense pour l'histoire des questions de pédagogie, des programmes, de leurs réformes permanentes, des bâtiments scolaires, des bibliothèques publiques, de la population scolaire et du personnel enseignant. Le fonds établissements scolaires communaux est quant à lui accessible depuis 2013. Beaucoup moins volumineux, 1 millier d'articles, il est très original pour l'histoire venant du terrain des écoles. On y dénombre surtout pour la première moitié du XXe siècle des procès-verbaux de conférences pédagogiques, des cahiers scolaires, des examens corrigés, des palmarès, des carnets de voyage, et nous y reviendrons, des journaux de classe ou des albums commémoratifs illustrés. Cette collection n'est malheureusement pas exhaustive. Tout dépend du bon vouloir des écoles et du tri qu'elles ont opéré dans leurs archives, versées ou non aux archives de la ville. La collection concerne 31 écoles primaires, une dizaine d'écoles secondaires de la ville et des écoles techniques et professionnelles. Ce double ensemble a été inventorié par le collègue Christian Vreugde, qui en a fait l'œuvre de sa vie professionnelle et qui est aujourd'hui retraité des archives de la ville. Les inventaires qu'il a rédigés sont accessibles sur le catalogue informatique en ligne des archives de la ville. C'est sur base de ce travail d'inventoriage que Christian Vreugde et moi-même avons repéré, il y a une petite dizaine d'années, les carnets de voyage scolaires de plusieurs établissements et que nous avions cherché à les identifier, les contextualiser et les valoriser en éditant certains de ces textes. Le sujet des excursions scolaires dans les écoles de la ville de Bruxelles a fait l'objet de deux contributions relativement récentes. L'une parue dans la revue néerlandophone Tijdschrift, qui a consacré un numéro thématique à l'enfance, dirigé par Mark Tultwenken, qui est professeur d'histoire contemporaine au CITUDH de l'Université de Luxembourg, et l'autre en français dans la revue Archives et Bibliothèques de Belgique. La date de parution de ces études ne vous échappera pas. 2020-2021, faut-il le rappeler, est marqué par la crise du Covid et la lente sortie de crise. Il est évident que l'histoire de l'école en plein air, traitée dans ces deux articles, était indirectement inspirée par la lutte contre la pandémie, avec, on s'en souviendra, des périodes de confinement et de déconfinement progressifs, où les activités en extérieur, peu susceptibles de risques de transmission virale, étaient alors fortement privilégiées. Ceci pour rappeler, s'il le fallait, qu'on écrit toujours, malgré tout, l'histoire avec un petit pied dans le présent. Venons-en au contexte de l'enseignement du 19e jusqu'au tournant du 20e siècle. Jusqu'aux années 1870, l'enseignement se limitait essentiellement à des apprentissages répétitifs, dans un climat souvent autoritaire, avec des enseignants peu ou mal formés. L'enseignement populaire, dénonçait le magistrat et pédagogue Pierre Tempels, est resté livré à toutes les sottises de la routine. L'enfant du peuple est élevé comme il l'était au siècle précédent. Les méthodes demeurent antinaturelles et le travail stérile. Un même constat est livré en France par le célèbre Ernest Lavis. Nous vécûmes hors de la nature comme hors de l'histoire. La question scolaire va se cristalliser en Belgique sur une toile de fond idéologique, opposant une vision cléricale de l'enseignement, où l'école est subordonnée à la religion, à une vision plus laïque de l'enseignement, qui a permis d'ouvrir l'école à la démarche scientifique. Pétri d'idéaux de progrès et d'émancipation, un certain nombre de municipalités libérales, dont la ville de Bruxelles,
lancèrent de vastes programmes de réforme de l'école vers 1870. Les nouvelles approches pédagogiques, la professionnalisation des enseignants, la construction d'installations modernes étaient à l'ordre du jour. L'objectif était aussi de libérer les écoles officielles de la mainmise de l'Église, qui estimait les enseignements de la science en conflit avec ceux de la religion, en particulier la théorie de Darwin formulée en 1859. Le tableau que vous voyez ici témoigne d'une péripétie de la guerre scolaire. Le compromis des communes est une référence directe au compromis des nobles au XVIe siècle, dans le contexte de la révolte politico-religieuse des Pays-Bas, exigeant la révision des ordonnances liberticides du roi Philippe II. En 1884, alors que le gouvernement catholique détricote les avancées engrangées depuis 1879 pour l'enseignement laïque, les bourgmestres libéraux de Belgique se réunissent sous l'égide de Charles Buls à l'hôtel de ville de Bruxelles et prêtent le serment solennel de s'opposer à la politique gouvernementale qui voulait redonner au clergé un droit de cité dans l'enseignement public. Deux personnalités se distinguent pour porter le projet de l'école progressiste à Bruxelles. Charles Buls est cet échevin de l'instruction publique, ensuite ce bourgmestre de la ville, totalement investi pour l'enseignement et l'éducation. L'école sera au cœur de tous ces projets. Tout niveau confondu, toute formation confondue, y compris l'enseignement artistique, l'enseignement des arts industriels et décoratifs, soutenant la scolarisation des jeunes filles, leur ouvrant, grâce à Isabelle Gatti-de-Gamon et Henriette d'Achbeck, la voie vers les études supérieures, promouvant enfin la langue néerlandaise comme langue d'apprentissage et de culture. Pour ce fils d'orfèvre, grand voyageur, autodidacte passionné, rien n'est assez bon, rien n'est assez beau pour l'école laïque. Il veille personnellement au choix des matériaux les plus nobles pour les nouveaux établissements et a une esthétique très soignée pour leur décoration. Alexis Sluys est quant à lui ce pédagogue quelque peu oublié, représentant du courant belge de l'éducation nouvelle, effacé par la mémoire prépondérante du docteur de Crowley, lequel fit cependant ses premiers pas, sous sa direction, au sein de la médecine scolaire de la ville. Aux côtés de Charles Buls, Sluys est le principal penseur de l'école bruxelloise. Ces deux intellectuels ont uni leurs forces pour insuffler une véritable transformation pédagogique. Sluys est l'auteur d'une immense bibliographie pédagogique qui témoigne de l'ampleur de son travail et de ses préoccupations. Rien qu'en 1911, par exemple, dans les énormes actes du premier congrès international de pédologie de Bruxelles, on appelait ainsi l'étude physiologique et psychologique de l'enfant, y compris dans les dimensions pédagogiques, il publie, notre ami Sluys, des notes sur le programme idéal des écoles normales pour former les institutrices et les instituteurs, sur la coéducation des sexes, sur l'éducation manuelle, sur les jardins d'enfants, sur l'écriture, sur la lecture et l'usage des bibliothèques, sur l'attention, sur l'éducation nouvelle et sur la suggestion par l'image. Les biographes de Sluys ont établi son lien avec la franc-maçonnerie belge où il fut initié, tout comme Charles Buls d'ailleurs. Dans l'ouvrage cité sur ces diapositives, les archives des loges, en particulier celle de la loge des Amis Philanthropes, témoignent des préoccupations majeures pour l'école de la part des francs-maçons du XIXe et du début du XXe siècle. Il apparaît que Sluys a puisé dans les discussions de loge ses positions politiques sur l'école publique et des idées intéressantes pour sa pédagogie. Il a probablement puisé dans la symbolique de l'apprentissage et du compagnonnage maçonnique, l'apprenti, le compagnon et le maître maçon étant appelés, d'après la littérature afférente, à travailler ensemble et surtout par eux-mêmes pour, je cite, rechercher la vérité, selon le but ultime de la franc-maçonnerie. C'est en quelque sorte une forme de pédagogie active, avant la lettre, dans laquelle Sluys évoluait. L'école modèle, créée
par et avec Pierre Tempels, par la Ligue de l'enseignement et la ville de Bruxelles en 1875, où Sluys est au départ instituteur, puis très vite directeur, concrétise la quintessence d'un programme novateur, dans une forme de pédagogie holistique, c'est-à-dire une approche globale de l'élève, du point de vue de ses apprentissages, de sa condition physique, de son émancipation sociale et culturelle. L'école, bâtie autour d'un préau central, se veut un écrin architectural avec de la lumière naturelle, voyez les grandes fenêtres, des hauts plafonds et des salles parfaitement équipées. Le programme de Sluys et de ses collègues repose désormais sur trois piliers. L'éducation intellectuelle, structurée par la méthode dite intuitive active, l'éducation manuelle et l'éducation physique. Inspiré par des auteurs français, allemands, anglais et suisses, dont le très connu Fernand Buisson, les pédagogues bruxellois plaident pour l'éducation intuitive, basée sur l'observation. Ces nouvelles méthodes, dont les fondements sont déjà préconisés par Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, favorisent la vision globalisante de l'apprentissage, les enfants devenant progressivement les acteurs de leur propre savoir. Ici, les enseignants descendent de l'estrade, abandonnent un enseignement purement vertical pour adopter une approche plus horizontale. La pédagogie dite intuitive, basée sur l'intuition sensible, intellectuelle et morale, est fondamentalement active, telle qu'on les pratique depuis toujours dans les écoles Freinet ou de Crolly, et telles qu'elles sont actuellement revivifiées dans les écoles de la ville de Bruxelles, et ailleurs, bien sûr. Ces méthodes, rodées depuis plus de 100 ans, n'ont rien à voir avec de l'improvisation ou du laisser-faire. L'observation et l'expérience des enfants sont basées sur une excellente préparation et sur les connaissances des enseignants formés pour être des médiateurs vers le dépassement de soi, vers la recherche, vers la curiosité, vers la connaissance. Du connu à l'inconnu, éclairé par l'analogie, l'enfant vous suivra aussi loin que vous voudrez, écrivait Fernand Buisson. Quelques photos de l'école modèle sont parlantes. Voici une classe surchargée. Tous les outils sont là, prêts à être utilisés, comme ces cylindres rangés au-dessus de la porte. Vous apprendrez d'abord à ne pas claquer les portes, n'est-ce pas? Sinon, ces cylindres vous tomberont dessus. D'ailleurs, le directeur entre dans la classe. Remarquez que les enfants ne se lèvent pas. Seul un d'entre eux regarde vers la porte, tout devant. Ce sont deux enfants qui donnent cours dans cette classe. L'un est debout à côté de son banc, l'un est debout à côté de son banc individuel, ces bancs qui avaient été dessinés par Charles Bulls lui-même, réglables dans le dos pour chaque enfant. Et l'autre est au tableau, près d'une carte, et il indique probablement la Méditerranée. Un enfant à droite a l'air un peu sceptique, et il vérifie quand même dans ses cahiers. L'instituteur est à côté du globe terrestre et son assistant en formation prend des notes. Ici, les élèves font du cartonnage à l'école modèle. Ils expérimentent de leurs mains. Remarquez les règles, les équerres, le plâtre, les moulages, le questionnement de l'élève à son instituteur. Quel bric-à-brac! Nous voici dans le préau éclairé de l'école modèle, comblé d'armoires et de panneaux en tout genre. C'est le matériel pédagogique et les objets du musée artistique et naturaliste de l'école. Un élève demande une explication à son maître au rez-de-chaussée. Plusieurs enseignants en haut, dont un à l'envers sur une échelle, préparent leur leçon. Un enfant au premier étage semble fasciné par ce qu'il a dans les mains. Et voilà la salle de gymnastique. La santé et l'hygiène sont considérées comme les préalables indispensables à l'éducation. À Bruxelles, on fera venir un professeur d'Allemagne pour enseigner les rudiments de l'éducation physique. Un mouvement qui n'ira qu'en s'accentuant et en se professionnalisant, notamment grâce aux écoles normales. Essayez toujours de monter à la barre en redingote.
L'école modèle était une école pour garçons, et cela ne vous aura pas échappé. Les méthodes de pédagogie qui sont insufflées par la Ligue de l'enseignement font tache d'huile à Bruxelles, en Belgique et même à l'étranger. Francisco Ferrer s'en inspire à Barcelone pour sa nouvelle école moderne créée en 1901. En même temps, les écoles pour filles de la ville suivent aussi les mêmes évolutions. Si les organes décideurs restent majoritairement dans les mains d'hommes, de nombreuses enseignantes comme Isabelle Gatti-de-Gamon, Henriette Dashbeck, Augustine de Rothmaler ou Elisabeth Carter vont militer pour l'égalité des droits et fissurer petit à petit un monde jusqu'alors très genré et paternaliste. Dans l'approche pédagogique holistique d'Alexis Leuze, on retrouve notamment l'influence du docteur Józefa Jotejko, né à Kiev, de nationalité polonaise, médecin, physiologiste, psychologue et pédagogue, première chef de travaux en titre à l'ULB, qui vécut à Bruxelles jusqu'à la Première Guerre mondiale. Tout comme Augustine de Rothmaler, directrice du lycée d'Ashbeck, appelé à l'époque le cours d'éducation B, Joseph Joteika vivait dans un milieu avant-gardiste et très féministe. Joteiko est l'auteur d'innombrables travaux scientifiques sur l'éducation qui ont influencé Sleus et qui témoignent des débats intellectuels vivaces de cette époque de transition. C'est dans ce contexte politique, intellectuel et éducatif, pédagogique, que les excursions scolaires trouvent les reclosions à la ville de Bruxelles et acquièrent une place de choix dans les pédagogies nouvelles au tournant des 19e et 20e siècles. Les premières expériences d'excursion datent du début des années 70, 1870. Elles sont organisées par les comités scolaires pour les classes de garçons et de filles âgés de 10 à 12 ans, principalement pour les élèves les plus méritants. Elles se déroulent dans des centres industriels et commerciaux choisis par le directeur de l'établissement et avalisés par le conseil communal. Ces premières expériences incitent la ville, dans le cadre du renouveau pédagogique, à démultiplier les excursions et surtout à les inclure dans le règlement intérieur des écoles primaires de 1878 sur la base d'un texte argumenté. Les excursions scolaires, je cite, sont un puissant moyen de culture intégrale, physique, intellectuelle et morale. Elles ont pour but essentiel l'observation et l'étude des choses qui ne se trouvent pas à l'école et qui sont de nature à produire des impressions esthétiques, à fournir des idées et à développer l'intelligence. L'excursion ne s'improvise pas. Elle se prépare en amont et elle se travaille en aval. Les élèves chercheront les horaires du train et établiront le budget de leur escapade eux-mêmes. Quel exercice transversal, dirions-nous aujourd'hui. Ils récolteront des coquillages s'ils vont à la côte ou de petites pierres en Ardennes pour leur musée scolaire. Le principe pédagogique de base est de donner un maximum d'exercices aux enfants afin qu'ils puissent chercher et trouver par eux-mêmes, en leur disant le moins possible. Voici un art d'enseigner, exigeant pour les maîtres, soucieux de ne pas transformer leurs élèves en de simples perroquets, mais plutôt de faire éclore des personnalités capables de raisonner par elles-mêmes. Au retour de l'excursion, les rédactions des excursionnistes sont un élément pédagogique incontournable du voyage. Certaines sont conservées jusqu'à nos jours. Elles constituent de véritables petits bijoux d'un grand intérêt historique, pédagogique et humain. Rédigés il y a 100 ans par des enfants de moins de 14 ans, ces émouvants petits carnets retrouvés aux archives de la ville de Bruxelles décrivent l'émerveillement d'enfants découvrant leur pays à une époque où les voyages et les vacances se font rares. C'est avec leurs mots que les écoliers décrivent ce qu'ils ont vu et aussi ce qu'ils ont ressenti. Ils les accompagnent souvent de dessins ou de photos. Les enseignants y jettent probablement un coup d'œil attentif. Mais la plupart du temps, il n'est pas nécessaire d'y corriger quoi que ce soit. Ces témoignages remis à leurs professeurs ne comportent aucune faute soulignée et quasiment aucune rature ou correction. Voici en photo un exemple de l'école en plein air dans les années 1930. Une institutrice de la ville entraîne ses petits écoliers, légèrement endimanchés,
dans la cour d'une ferme du Brabant wallon. Ces enfants citadins ont vraiment l'air de découvrir des vaches pour la première fois. Remarquez la tendresse de l'enfant qui prend son ou sa congénère par le bras, comme pour le ou la rassurer. Les rédactions concluent les voyages, mais aussi la figuration de cartes et les dessins. Après une excursion en province du Luxembourg, à Parvaux-sur-Ourthe, observez toute la finesse de cette magnifique petite aquarelle réalisée par un ou une élève pour illustrer un petit album de souvenirs. Les rédactions qui nous sont parvenues et dont Christian Vreugde et moi avons publié quelques extraits valent surtout le détour pour leur style, d'une douce naïveté, souvent poétique, parfois humoristique. Mais quoi? Explique Nicolas. Le train s'arrête. Nous sommes à Chimay. L'hôtel, notre lieu de séjour dans cette ville, se trouve près de la gare. La faim se fait ressentir. C'est avec un réel appétit que nous nous mettons à table. Nous faisons honneur aux plats excellents. Nous allons ensuite en reconnaissance de la ville. Un son de musique teinte à nos oreilles. Nous nous dirigeons vers celui-ci, lorsque tout à coup, nous apercevons la foire. Quelle différence avec celle de Bruxelles! Les bénéfices des excursions dépassent le cadre strict des apprentissages. La santé d'abord. Les promoteurs de l'éducation nouvelle se soucient principalement des élèves qui vivent dans des quartiers ouvriers souvent insalubres, où les principes hygiénistes sont méconnus ou mal connus. Médecine et santé sont au cœur de la politique de renouvellement des écoles. Pour apprendre, il faut s'assurer d'abord de la santé des enfants. Une campagne d'hygiène à grande échelle est introduite pour prévenir les maladies infectieuses et pulmonaires, en particulier la tuberculose. La ventilation et l'aération des locaux y contribuent, de même que la multiplication des séjours à la mer ou des promenades extérieures. La ville de Bruxelles fait d'ailleurs là aussi l'acquisition de villas en province et sur la côte belge pour permettre des séjours prolongés grâce à l'intervention d'associations laïques philanthropiques. Ainsi, les objectifs hygiénistes s'articulent pleinement aux objectifs pédagogiques des excursions scolaires et des séjours en plein air. Autre bénéfice, les aspects sociaux. C'est une motivation sous-jacente aux excursions, dans un contexte où les congés payés n'existaient pas encore. Ils sont introduits en Belgique, rappelons-le, en 1936. La plupart des enfants des milieux populaires ne voyageaient donc pas, quand ils n'étaient pas eux-mêmes appelés à travailler très jeunes, avant que l'instruction obligatoire, qui fut l'un des combats majeurs des progressistes, ne fut introduite en 1914, juste avant la Première Guerre mondiale. Durant la Première Guerre mondiale, par exemple, les enfants sont invités à des promenades, en dépit des limitations imposées à la mobilité par l'envahisseur. Les chefins d'instruction publique œuvrent pour qu'ils soient envoyés en voyage scolaire, afin de prendre l'air, de manger à leur faim et de continuer à élargir leurs horizons intellectuels. Troisième bénéfice, moins explicite celui-ci, d'ordre politique et économique. Beaucoup d'excursions sont organisées pour tisser des liens avec des communes et des villes de la même couleur politique, au service d'une certaine propagande, notamment anticléricale. Par exemple, les défilés d'écoles communales bruxelloises sont organisés dans des communes libérales de la côte belge, tout à l'honneur de l'école laïque. On voit la scène. L'excursion concrétise par ailleurs un sentiment d'appartenance nationale dans un pays qui n'a pas encore ou à peine fêté son centenaire. Autour des réalisations des ancêtres, des peintres, artistes, architectes, bâtisseurs d'églises, grands personnages historiques de cette jeune Belgique et, last but not least, dignitaires de la monarchie des Saxe-Cobourg. Motivation économique aussi. Bon nombre d'excursions sont assurément une vaste entreprise de glorification du monde industriel bruxellois, prônée par l'édilité communale. Au programme des visites pour les enfants de 12 à 14 ans, on trouve la boulangerie nationale, dite la panification, la chocolaterie Antoine, les établissements Delhaize et Frères, la tannerie de messieurs Verset et Frères, l'imprimerie Mertens et Frères, l'usine Pâté, la brasserie Wilmans Coppens, la société La Carbonique, l'usine à gaz,
que vous voyez ici représentées, le Sunlight Savon, la coopérative L'Union économique et d'autres encore. Ces visites témoignent d'une réalité socio-économique, la plupart des enfants ne poursuivant pas d'études après la huitième année. L'école était certes progressiste, oui, mais elle s'inscrivait aussi dans un projet de société industrielle que le politique soutenait par le biais d'une glorification du travail auprès des écoliers. Impossible ici d'échapper à une lecture sans doute un peu plus marxisante de l'histoire scolaire. Si l'on a amélioré l'école, c'est aussi peut-être parce qu'il fallait faire de meilleurs ouvriers. Le témoignage de cet enfant est suffisamment parlant par lui-même, et la conclusion de la rédaction donne froid dans le dos. Comme maintenant bon nombre d'entre nous, écrit cet enfant qui s'appelle Henri, comme maintenant bon nombre d'entre nous vont quitter l'école, et que peut-être plus aucun intéressant voyage ne sera fait par nous, nous y avons pris un vif intérêt à leur excursion. C'est un rappel cruel de la réalité sociale au tournant des 19e et 20e siècles, celle du travail de la majorité des adolescents, interdits aux études par nécessité économique de leur famille. Mais c'est aussi bien sûr en filigrane une autre histoire que l'on peut dérouler, celle des luttes et des évolutions à venir durant l'entre-deux-guerres et après la Seconde Guerre mondiale pour élargir les droits sociaux et y donner plus d'assises. Pendant la période de 1877 à l'entre-deux-guerres, quelques changements dans les destinations choisies pour les excursions s'observent. Mais globalement, l'objectif recherché est que chaque enfant visite toute la Belgique après 6 ans d'études. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, les voyages scolaires sont organisés dans toute la Belgique. Au premier degré, excursion d'une journée, de l'école primaire communale, les enfants visitent la ville de Bruxelles, musées, monuments historiques intéressants, usines autour du canal et ses environs jusqu'à Vilvoorde. Les écoliers du second degré sont autorisés à voyager un peu plus loin. Anvers avec le port, le zoo, les forts, le musée Plantin, une excursion en bateau sur l'Escaut entre Tamise et Anvers, Gand et Bruges et Liège. Au troisième degré, les élèves se rendent dans les Ardennes, dans la vallée de la Meuse ou à la côte belge pendant 2 à 3 jours. Et le quatrième degré se rend encore dans les Ardennes ou encore à la côte. Après la guerre, un nouveau type de voyage scolaire voit le jour. C'est le pèlerinage mémoriel, avec une visite du front de l'Isère et des excursions patriotiques vers Nieuport, Dixmude, Aarschot, Dinant ou Namur. En janvier 1919, la ville de Bruxelles propose de remplacer la distribution des prix par une visite au front de l'Isère, à Verdun ou dans les villes martyres. Ces nouvelles destinations connaissent ensuite un grand engouement auprès des établissements scolaires bruxellois, dans un esprit patriotique d'hommage aux soldats morts pour la patrie. Un service de voyage scolaire et d'excursion est créé en 1926 pour obtenir toutes les informations pratiques utiles à l'organisation de ces déplacements de groupe. L'économe de l'École normale de Bruxelles prend en charge la gestion de ce service. Au départ, il y avait un certain engouement, mais assez rapidement le service perd de son importance, l'information touristique devenant de plus en plus facile à obtenir par l'intermédiaire des chemins de fer ou des compagnies d'autobus. Somnolent, ce service disparaît après la Seconde Guerre mondiale. La crise économique de 1929 avait eu de graves répercussions sur la vie de nombreux écoliers. La ville a alors accordé des subsides spéciaux afin d'organiser des voyages scolaires suffisamment élevés que pour en organiser même plusieurs par an dans chaque établissement. Un système d'épargne en classe avait été mis en place pendant l'année scolaire pour organiser le voyage de fin d'année. Crise oblige, la ville dépense plus encore pour offrir à chaque enfant la possibilité de partir. L'échevin de l'instruction publique insista régulièrement auprès des établissements pour qu'aucun enfant ne manquât les voyages scolaires pour des raisons financières. Durant la Seconde Guerre mondiale, ces voyages sont totalement mis entre parenthèses.
S'ils sont réorganisés par après, ils finissent toutefois par être progressivement délaissés et finalement par disparaître. Les archives conservent une série de souvenirs d'excursions des années 1950 organisées en autocar par l'une de ces écoles professionnelles pour filles. Les dissertations des élèves valent ici encore le détour, entre envolées romantiques et observations humoristiques. Nous traversons les Ardennes sous un clair soleil, écrit une jeune élève de 16 ans. Un jeune homme au teint bronzé, donc ils sont en autocar. Un jeune homme au teint bronzé, une botte d'osier sur l'épaule. L'autocar le dépasse, et avec un large sourire, il nous fait un grand signe. Petit ménestrel, tu as apporté simplement ce que tu possédais, ta sympathie, ton sourire. Plusieurs peut-être ont gardé ton image d'enfant, libre dans les yeux, et tu les as fait rêver. À Luxembourg, tout est intéressant. Le voyage est allé jusqu'au Grand-Duché du Luxembourg. À Luxembourg, tout est intéressant. Les trams aux allures empotées et bourgeoises, les gendarmes aux costumes flamboyants, et même les magasins et les toilettes. Mais s'il existe encore des excursions, notamment de fin d'année, les objectifs sociaux se sont fondamentalement envolés par la popularisation des congés payés et l'amélioration des conditions de vie. Un autre facteur expliquant la réduction de l'attrait des voyages scolaires est la pression des enseignants qui y voyaient une perte de temps et qui étaient de plus en plus réticents à sortir de chez eux pendant plusieurs jours d'affilée. Les excursions deviennent finalement assez ennuyantes. L'écrivain et philosophe Jacques Saucher les évoque non sans ironie dans son magnifique petit opuscule Jackie et Sage, paru l'année passée. Et en parallèle à cette mise en sommeil des excursions, faut-il s'en étonner, pendant la deuxième moitié du XXe siècle, les pédagogies actives sont aussi mises largement en sourdine, à l'exception de quelques établissements en région bruxelloise, au profit d'un enseignement beaucoup plus classique, plus hiérarchisé et plus méritocratique. Certes, les classes vertes, les classes de mer, les classes de neige sont restées jusqu'à nos jours une survivance intéressante qui mériterait une autre étude historique. Mais plus de 100 ans après l'introduction des voyages scolaires comme méthode éducative dans les programmes de l'enseignement primaire, l'intérêt pour les excursions scolaires, les petits voyages, les sorties refait incontestablement surface. La réverdie des pédagogies actives ramène au goût du jour les sorties ou autres projets, comme on les appelle aujourd'hui, d'une matinée, d'une journée ou même de plusieurs journées, dès l'école maternelle, pour favoriser non seulement l'observation expérimentale sur le terrain, mais aussi la convivialité et la sociabilité des enfants. Le plein air et les visites sont encouragés comme éléments favorisant les apprentissages, mais aussi comme levier de cohésion du groupe. Nombreux enseignants dans les écoles des grandes métropoles aux populations cosmopolites, issues de la diversité, sont favorables aux bénéfices socio-pédagogiques de l'école en plein air et des excursions pour leurs élèves, parfois fragilisés, confinés dans une vie de quartier, sans beaucoup de lien avec la nature ni l'environnement culturel de leur ville. Ils y voient autant d'occasions à l'éducation au patrimoine et à la citoyenneté. La ville de Bruxelles, à cet égard, dispose de nos jours d'un agenda, comme vous le voyez ici, de projets extrêmement riches, avec des activités en extérieur gratuites et extrêmement diversifiées. L'école, mesdames, messieurs, on le voit, est le parfait miroir des projets qu'une société, à un moment donné de son histoire, veut se donner. Surveiller et punir, constatait Michel Foucault dans son analyse historique et sociologique du passé où l'enfermement prévalait.
C'est un modèle où l'ordre social hiérarchisé et méritocratique repose sur l'ordre social, sur l'ordre scolaire, pardon, dont il découle. À l'inverse, quand le docteur Ovid de Crowley prétendait, je cite, que la classe est faite pour les temps pluvieux, on se rend compte immédiatement d'un tout autre projet de société qui est sous-entendu. Dans ce modèle, l'individu accompagné de maîtres ou de médiateurs éclairés s'émancipe dans l'autonomie par les apprentissages et devient un acteur responsable de sa vie et aussi de celle de ses semblables. Je vous remercie. Quelle belle fin, Monsieur Oussio, c'est super beau ça, comme conclusion. Merci pour votre présentation qui était très intéressante. Je ne sais pas si dans le public, il y a des gens qui ont des questions. Pour le moment, personne n'a écrit ni levé, n'a écrit de questions ni levé la main. C'est amusant parce que pendant que vous parliez, effectivement, certains souvenirs aussi de ma propre enfance me sont venus en tête. Et pourtant, bah voilà, moi je suis pas un enfant du 19e siècle, mais, mais c'est vrai que pour le voyage au sport d'hiver, on avait un système de timbre d'épargne par tranche de 100 francs. Et alors comme ça, on devait arriver à la fin de nos voyages entre la cinquième et la sixième primaire de manière à ce que le voyage soit accessible euh, pour la plupart des personnes. C'était aussi intéressant de voir comment vous avez présenté que ce voyage est complet. On demande d'étudier les horaires des trains, de préparer un budget, de préparer l'excursion. Et après, on fait des rapports, on fait des dessins, comme on l'a vu ici pour Barvo. Et donc, on voit qu'il y a un projet qui est complet. C'était très, très, très bien présenté de votre part. Alors, je m'adresse au public. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires, des observations, si vous souhaitez applaudir. En Alors, fait, oui, dites-moi, Monsieur Ouzio. je ne vois que vous, en fait. Je n'ai pas Oui, de... vous ne voyez que moi, les autres personnes ont leur caméra coupée. Ah, Moi, d'accord. mais oui, Mais oui, parce que oui, je ne oui. vois même pas les noms Ah, ni vous les savez le qualités. voir en bas de votre écran. Ah, Vous peut-être. savez le voir quand vous allez en bas de votre écran, vous avez participants. Et quand vous Oui. cliquez là, vous savez voir qui sont les personnes Ah oui, présentes. d'accord. OK. Il n'y a que vous et moi qui savons le faire, eux, ils ne savent pas le voir pour des raisons d'ordre privé. OK. OK, d'accord. D'accord. Ah oui, oui, d'accord. Mais Voilà, et comme ça, il y a peut-être je- des gens que vous connaissez, non, reconnaissez. je ne vois pas la liste, en fait. Je n'ai que vous et moi. Voilà, ben, je vous la C'est fournirai pas alors. grave. C'est pas grave. Mais non, Euh, mais c'est parce que bon, je pensais qu'il y avait peut-être une interaction plus visuelle, mais... il y a moyen, pour non, mais qui fait la il faut demande? pas, il ne faut Attendez, il y a pas. tout de même une question qui arrive. Ah, voilà. Euh, Pas de question, mais je salue la présentation. J'ai très bien apprécié. Merci, nous dit Rami Khadija, euh, qui a D'accord. apprécié votre intervention parce qu'effectivement, elle est parfaite. Elle est pleine d'anecdotes. La manière aussi dont vous décrivez ces photos en noir et blanc, on se croirait à l'intérieur de la photo. Et après, ben, je vais vous faire une petite blague personnelle que seuls vous et moi allons comprendre. Mais bon, maintenant, à Luxembourg, le tram, il n'est plus aussi prétentieux qu'avant. Maintenant, il est très coloré, nous le savons très bien, n'est-ce pas? Donc, avec ses portes multicolores, le tram de Luxembourg est un peu Oui. différent. Alors, Mais il continue à impressionner les enfants bruxellois parce oui, que mon neveu... pour la petite histoire, il a été démonté dans les années 50-60, je pense. Et donc, cette jeune fille, dans les années 50, a vu encore ces derniers trams qu'elle décrivait comme bourgeois et empotés. Et puis, on a supprimé le tram comme dans beaucoup de villes. Et en fait, il est revenu, le tram, il y a, je crois, une petite dizaine d'années Oui, un automobile. peu moins même Même d'ailleurs. un peu moins même. Et, mais c'est amusant parce que quand je suis à Luxembourg avec mon neveu, il veut rentrer dans le tram selon la couleur de la porte. Et Ah, voilà. donc voilà, donc visiblement ce tram de Luxembourg a impressionné il y a quelques générations, mais encore les générations actuelles. Et Voilà. donc voilà, et donc bah, c'était intéressant de voir aussi toutes ces excursions qui étaient faites aussi à valeur aussi pédagogique, formatif, hygiénique en vue de les faire entrer dans le monde du travail, hein, comme vous le disiez, dans les entreprises Sunlight ou autres, et aussi bah, le travail de mémoire de guerre. Euh, alors, il y a bah, la même personne.
nous dit, on en arrive aussi à l'école du dehors maintenant. Je ne suis pas sûr de vous comprendre. Je ne sais pas si vous comprenez, Monsieur Rousseau, l'école du dehors. Pou- Est-ce que vous pouvez donner plus de détails, madame? Je peux vous allumer le micro si vous voulez, ne pas pianoter. Je vous ouvre le micro? Voilà, précise en pédagogie active. Et je vous ai ouvert le micro, madame, si vous le souhaitez. Non. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend, on Oui, vous entend. absolument. Voilà, voilà. Bonsoir, ce que j'étais juste simplement en famille. Voilà. Je me mets sur le côté. J'ai vraiment bien aimé voilà, le webinaire de Monsieur Rousseau. Encore un très grand merci. Mais de rien. Et en tant qu'enseignante, en fait, ben voilà, c'est vrai que maintenant, vous avez décrit donc voilà au 19e siècle vraiment voilà, l'évolution aussi des excursions et en fait, j'ai fait un lien aussi avec maintenant, il y a les pédagogies actives et par exemple, mon fils, bah, il a une fois par semaine l'école du dehors et en fait, là maintenant, bah, on apprécie vraiment ça. Oui, Vraiment d'aller dehors et c'est un apprentissage qui est vraiment c'est finalement c'est très récent en fait. Il n'y a pas très très longtemps en fait qu'on a mis en place ces pédagogies actives et surtout cette école du dehors et qui apporte tellement de choses aussi aux enfants. absolument, hein. Et en fait, voilà, c'est ce que j'appelle l'arrêt verdit des pédagogies actives Oui. dans nos écoles à Bruxelles et dans la communauté française en général. Il y a il y a une redécouverte de ces Tout pédagogies à fait. basées sur l'observation, sur l'autonomie. Et évidemment, l'école de plein air a tout à fait sa place. Oui, Comme elle l'avait en fait au début du 20e, évidemment, tout à c'est fait. pas de la même façon, évidemment, forcément, Oui. parce que un siècle s'est écoulé. Mais c'est étonnant de voir que après la Seconde Guerre mondiale, en fait, il y a eu un peu une somnolence, non Mhm. seulement des excursions, mais en fait des pédagogies actives telles qu'on les avait connues les premières décennies du XXe siècle dans les écoles de la ville. Et donc, Oui. ce modèle qui avait été, qu'on appelait donc pédagogie intuitive, hein, intuitive active, ben, ce modèle, en fait, enfin, a été un peu abandonné. On devrait peut-être faire des Oui. études sur le pourquoi, en fait, mais n'a plus eu beaucoup la cote. Non. Après la Deuxième Guerre mondiale, les années 50, 60, 70, ben, ont été plutôt un enseignement de type voilà, assez hiérarchique, méritocratique. Oui. Euh, et voilà, mais comme j'ai dit en conclusion, tout ça pose la question du modèle de société que l'on veut, en fait. Euh, Mhm. Tout à fait. et je pense que voilà, aujourd'hui, on parle beaucoup de la question du vivre ensemble, par exemple, qui est quelque chose de fondamental, surtout pour nos villes aussi cosmopolites et aussi importantes en démographie. Et donc, voilà, cette idée de la sortie scolaire aujourd'hui, elle permet aussi non seulement des apprentissages, mais elle a des bénéfices de sociabilité qui sont très importants, puisqu'on apprend aussi Bien sûr, oui. toutes sortes d'habiletés sociales, en fait, Mhm. qui sont tellement fondamentales, à la fois pour la maternelle comme pour la primaire, mais même pour le secondaire, évidemment. Oui, et ce qu'il y a aussi, c'est que dans les écoles de la ville de Bruxelles, par exemple, là où je suis enseignante, euh, l'école du dehors n'a pas encore été intégrée en primaire. Mais il est dans les écoles communales des autres villes, enfin, des autres communes, Oui, pardon, bruxelloises, mais je, pas encore je, au je- sein du je pense PO pouvoir de la peut-être me ville. faire un tout petit peu le porte-parole de notre PO et de dire que c'est quand même vraiment la volonté aujourd'hui de non seulement de notre échevine, mais aussi de la direction générale et Oui, des services pédagogiques surtout,
c'est de revigorer les pédagogies actives. Alors, je parle des pédagogies actives au pluriel parce que il n'y a pas qu'une forme de pédagogie active, hein. Il y a la méthode de Oui, Crowley, il y a la méthode de Montessori, Freinet, il y a la méthode de Montessori. Enfin, il y a toutes sortes de méthodes. Il y a la méthode Sluis qui était un peu un mélange oui, de tout ça. Mais voilà, et donc aujourd'hui, on est en train de recréer des nouvelles méthodes. Et je crois que ce qui est une caractéristique des pédagogies au niveau de la ville de Bruxelles, voilà, j'observe ça aussi. Je ne suis pas comme vous sur le terrain, mais je suis quand même à l'instruction publique et donc je oui, peux voir un petit peu de manière plus macro. Je pense que ce qui nous caractérise, c'est une pédagogie un peu une mixologie en fait de oui, tout pédagogie. à fait. On prend un petit peu de toutes les pédagogies et on les applique en fonction aussi des besoins du terrain, en fonction aussi des besoins des enfants. Et ça a été évalué par les directions respectives et par les enseignants, évidemment. Et Mais en tout ça nécessite fonction, des oui, formations spécifiques, tout à fait. des formations continues. On ne s'improvise pas, évidemment, comme le disait déjà Alexis Sluis, on ne s'improvise pas, on n'improvise pas dans les pédagogies actives, c'est clair. Ça Tout à nécessite fait, en clair. fait Tout à beaucoup fait, oui. plus de préparation qu'une leçon ex cathedra. Ça demande Oui, beaucoup et de surtout, pardon, je vous ai ah, interrompu. Allez-y, madame. excusez-moi. Ah, Allez-y, madame. excusez-moi, Je je vous vous ai en prie, coupé. allez-y. Je- Moi, je disais simplement aussi qu'au niveau géographique aussi, dans la ville de Bruxelles, au niveau des écoles, je ne sais pas si vraiment dans toutes les écoles, il est possible aussi d'intégrer des pédagogies actives. Mais c'est dû aussi à la population qui y vit, ben, les enfants. Il y a tout un ensemble, il y a vraiment des archipels carrément de vie qui se créent autour de ces écoles et qui attirent des populations qui sont différentes d'un point de vue géographique. Oui, oui, sûrement, sûrement. Mais non, je voudrais dire aussi que il y a le fait de sortir de l'école. Bon, c'est important pour se rendre compte de, de la réalité des autres quartiers, Oui, la réalité d'autres villes éventuellement. Ouais, ça fait partie d'une appropriation en quelque sorte, et de la ville et de oui, son pays, hein, de son environnement direct. Et comme disait Fernand Buisson, déjà au 19e siècle, hein, on part du connu et on va vers l'inconnu, hein. oui, Mais il faut dire aussi que dans nos écoles, on apporte beaucoup aussi de matériaux qui permettent ces pédagogies actives, notamment, il y a presque plus d'une seule de nos écoles primaires et même maternelles qui n'ont pas un jardin, un potager. Alors, on retrouve, ça, j'ai pas montré parce que c'était pas le sujet, mais on retrouve déjà des éléments de ça dans les pédagogies actives du début du XXe siècle, hein. On a trouvé mhm, des photos tout à fait. aux archives de Oui, la ville où on voit des petits-enfants qui faisaient des cultures de tomates et qui empotaient des plantes sur les appuis-fenêtres fenêtres de leur classe, hein. Et donc, voilà, mais il y a aujourd'hui, je trouve, presque dans toutes nos écoles, de la ville de Bruxelles, on a une propension à ces pédagogies actives, notamment par les jardins, par aussi les bibliothèques qui sont presque dans chaque école. Donc non seulement on va à la bibliothèque, les bibliothèques font partie, et c'est historique, font partie de l'instruction publique de la ville de Bruxelles. oui, tout à fait. Et donc, ce sont un petit peu, elles font partie de notre ADN en quelque sorte. Mais dans nos écoles, nous avons des locaux qui sont spécifiquement dédiés, pour certaines écoles, à des bibliothèques. Et ce qu'on a développé ces 4-5 dernières années, ce sont des coins lecture Tout à fait, qui oui. permettent Dans aussi notre une école aussi. Oui. évaluation et une découverte des livres, notamment pour parfois des populations plus fragilisées qui n'ont pas Oui, nécessairement un accès aux livres chez eux ou qui sont peut-être malheureusement dès la plus jeune enfance trop braqués sur les écrans. exactement. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est Voilà. exactement ce que je pense aussi.
Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a quand même toute une communication. Il y a beaucoup de sondages aussi qui sont faits pour les bibliothèques pour qu'on puisse donner Oui, notre oui, avis dans la ville absolument. de Bruxelles aussi. Donc Oui, à oui, oui. Rome, voilà, tout est en train de se remettre en place. Et ça, c'est vraiment très, très important aussi pour les enfants et pour les parents aussi, pour Oui. qu'ils puissent se mettre en confiance, étant donné qu'ils sont beaucoup en accès avec leur propre langue. Et ça, je le constate sur le terrain. Beaucoup d'enfants parlent dans leur langue maternelle, mais ne parlent pas le français. Et donc, il y a évidemment des barrières qui se créent avec les bibliothèques parce que ils vont plus vraiment vers les bibliothèques parce qu'ils restent entre eux et ils parlent leur langue, etc. Donc, ça aussi, ça joue aussi donc sur voilà, des difficultés aussi sur lesquelles Oui, oui, on c'est n'a pour ça que je pas. disais que nos pédagogies actives, l'objet de ma communication ici pour les jeux d'histoire, c'est évidemment de faire de l'histoire, hein. Et Oui, c'était oui, donc de se replonger dans l'histoire de l'instruction publique et de se rendre compte que, voilà, l'histoire ne se répète jamais, hein. Ça, c'est une très mauvaise phrase. Mais il y a des continuités et il y a tout à fait. des sources à rechercher. Et donc, c'est intéressant de voir ce lien que l'on peut faire entre ces pédagogies actives du début du XXe siècle et celles qui se revivifient aujourd'hui dans notre XXIe siècle. Oui, Et en ça, ce sont des projets de société qui sont évidemment différents. On n'est plus du tout dans une société industrielle. Voilà. Vous avez parlé de cosmopolitisme, c'est une évidence pour la ville de oui, Bruxelles. oui. 180 nationalités aujourd'hui présentes sur le territoire. Et donc, avec des capacités linguistiques qui sont évidemment différentes et qui sont des forces Oui, différentes de ces enfants. La plupart de nos enfants sont généralement bilingues, oui. pas nécessairement français, néerlandais, mais une Une autre autre langue. langue, Donc, oui. Oui, c'est un atout extraordinaire qu'ils ont. Ils connaissent d'autres langues qui n'ont parfois aucune racine commune avec le français. Et donc, ce sont voilà, d'autres atouts avec lesquels il faut travailler, il faut bâtir. Et ces pédagogies actives, euh, on ne peut plus appliquer exactement les mêmes recettes qu'au XXe siècle, évidemment. Et donc, elles se oui, tout à fait. réinventent, mais elles ont leurs racines. Et ça, c'était le propos de ma communication. Oui. Et Très après, il y a bien. aussi des projets, madame, bon, qui continuent, hein, parce que bon, voilà, la ville de Bruxelles est très diversifiée, le territoire Mhm. est grand, et ça va être une école maternelle qui va avoir des poules dans sa cour de récréation, ou je connais aussi le cas d'une autre école à la ville de Bruxelles où les élèves en primaire ont une collaboration avec l'école des aveugles à Uccle. Et alors, bon, Ah oui, chaque année, ils se c'est ça. rencontrent, ou parfois ce sont les malvoyants qui guident, des voyants ou qui donnent des explications. Et donc, il y a aussi un projet aussi de mixité sociale et C'est de très bien, oui. confrontation à la réalité. Donc, bon, la ville de Bruxelles et les écoles de l'instruction publique sont tellement nombreuses qu'il y a beaucoup de projets Oui, diversifiés. Est-ce que vous avez un autre commentaire ou est-ce que je peux passer aux autres commentaires, Madame Rami? oui, oui, Je, c'est très bien. Merci beaucoup. merci à vous pour votre intervention. Je coupe votre Oui. micro. Alors, Monsieur Oussio, il y a une de nos guides au musée qui vous félicite. Je vais garder son anonymat, n'est-ce pas, Mireille? Et il y a un monsieur qui, on est hors sujet, mais néanmoins, je vous fais part de son intervention, de sa réflexion, qui parle du rôle des mutuelles dans les vacances d'été, surtout pour les enfants peu favorisés. Bon, bien sûr, ça n'a pas été abordé parce que nous, notre sujet, c'était l'instruction publique. Ce monsieur trouve que votre présentation était très bonne, mais je ne sais pas si vous avez aussi un peu abordé le sujet des mutuelles dans les archives. Non, ça, je ne pourrais pas beaucoup, euh, beaucoup en parler. Euh, Bon, ce que j'ai abordé, ce sont les sociétés philanthropiques qui ont aidé les écoles à envoyer les enfants en colonie de vacances, comme on disait. Ça, oui. Il y a eu l'association des Martins Vins, enfin, il y a eu plusieurs associations aussi au tournant des 19e et 20e siècles. Mais les mutuelles, là, je ne suis vraiment pas capable de donner d'informations complémentaires, si ce n'est des truismes que je qui n'aurait pas de fondement historiquement et archivistiquement fondé. Voilà, voilà, comme ça,
J'avais annoncé que c'était hors cadre, donc Non, non, ben voilà. mais c'est fort Mais intéressant parce théoriquement, qu'effectivement, nous savons que les mutuelles ont des programmes de vacances, etc., et même continue encore à le faire. aujourd'hui, et continuent à le faire. Alors, je ne sais pas quel a été le succès de ça, si on pourrait comparer cela à l'évolution sociale de la Belgique par rapport aux congés payés, etc. Ça, c'est une question intéressante à creuser, hein. Oui, Euh, ou voir que- quand les mutuelles avaient plus de congés à Noël et à Pâques, tandis que les familles voyageaient en été, ce genre voilà, de des choses comme sujet. ça. Mais Donc, bon, ce serait un complément intéressant à pour faire. notre invité, ça sera, ben voilà, on essaiera de vous Voilà. proposer un sujet à une autre occasion. Alors voilà. Il n'y a pas d'autres questions qui sont. Ah, attendez, oui, il y a quelque chose qui est apparu. Oui, encore des merci. De fait, n'y a-t-il pas. Ah oui, alors la même personne qui parle de mutuelle demande s'il n'y a pas une substitution. Monsieur, je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous appelez la substitution. Est-ce que je dois allumer votre micro si vous voulez expliquer? Euh, voilà, je vous ai allumé le micro, monsieur. Ah, oui, j'ai allumé le bon micro, oui. Allô? Oui, Oui, voilà. Je vous entends. Oui. Très bien, merci. En tous les cas, encore une fois, félicitations pour cette présentation, elle est très intéressante, tant sur le fond que sur la forme, je vous félicite. Oui, je suis désolé d'être un peu hors cadre, c'est parce que moi, quand j'allais avec l'Athénée dans une maison à Ozenkirk, qui appartenait à cette école, il y avait plein de mutuelles qui organisaient également des vacances scolaires. Alors, je suis bien d'accord, on ne parle pas d'excursion, mais de vacances. Et ma question substitution implique, implicitement, est de savoir s'il n'y a pas eu, au fil du temps, dans les années 60, voire 70, une substitution de l'activité euh, de l'enseignement public vers, ou je n'ose pas dire au profit d'eux, mais vers les organisations mutualistes, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Bon, C'est, maintenant, c'est- je suis hors cadre, je sais bien. C'était Non, juste non, une curiosité. vous n'êtes rien, tout est dans tout, hein. Quand on prend la ficelle, toute la bobine vient, je dis toujours, hein. En fait, je trouve que c'est une question vraiment intéressante et qui mériterait d'être creusée. Je pense que enfin, ce que j'ai vu dans les archives, c'est qu'il y a eu quand même dans les années 60 pas mal de plaintes d'enseignants qui disaient ben, nous, on en a marre de partir avec les gamins pendant 4 5 jours à Osdunkerque ou à Lombardsheide ou en Ardennes. Voilà, donc ils n'y voyaient plus beaucoup l'intérêt, et puis ils n'avaient pas envie de partir de chez eux. Voilà, ça Ouais, se trouve explicitement dans les enquêtes qui ont été faites et dont il y a un dossier aux archives. Euh, et donc, c'est un peu comme ça que je comprends qu'il y a eu un peu une déliquescence de tout cela et que voilà, le modèle d'enseignement n'était plus tellement ce qu'il était aussi au début du XXe siècle. Et donc, finalement, ben, en miroir, ben, les excursions comme les pédagogies actives n'étaient plus à l'ordre du jour. tombé. Et donc peut-être effectivement que les mutuelles, bon, c'était peut-être pour d'autres périodes aussi, hein, c'était plus pour les périodes de vacances, comme le disait Bruno Effectivement. Berkmans, Ouais, ont pris une certaine forme de relais. On pourrait aussi y associer le scoutisme, évidemment, ouais, hein, qui est aussi une forme de relais et qui a malgré tout toujours connu énormément de ouais, succès. absolument. Certainement dans les années 70-80, il y avait un mouvement scout, euh, toute confession confondue, scout catholique, scout laïque, scout neutre, etc., qui était très très actif en Belgique. Ouais. Ok, écoutez, je vous remercie en tous les cas. Merci beaucoup. ben, Merci pour merci ces à vous pour questions. votre intervention, monsieur, également. Donc voilà, je propose que l'on conclue ici notre conférence de ce soir. Vous remercie encore, monsieur Oussio, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer et de travailler avec vous. Mais merci Euh, à vous, Bruno. Avec plaisir. Ben, peut-être à une prochaine conférence. Moi, ce que je veux me permettre de faire maintenant, c'est de montrer à notre public nos prochaines activités.
Ah pour oui, la programmation de 2025. et voilà. Vous les voyez ici, mais bon, la seule chose, c'est que vous voyez tout mon écran, donc vous voyez les questions-réponses, tout. Voilà. Attendez, je vais peut-être le Mais partager j'y suis, moi-même. non, j'y suis, voilà, on y Ok. est arrivé. Et je pense que comme ça, le public sait voir euh, les, euh, les prochaines conférences pour l'année 2025. Pour l'année 2025, on a décidé d'un peu réduire le tempo des conférences et de les organiser les mois pairs, le deuxième jeudi du mois. Euh, Cela donne aussi une logique quand vous vous organisez dans vos calendriers. Le 13 février, c'est encore à confirmer, mais le sujet devrait être Victor Jamard et ses réalisations dans Bruxelles parce que 2025 est le bicentenaire de sa naissance. On doit encore peaufiner des choses avec le conférencier, c'est pour ça que j'ai pas annoncé cela encore. Le 14 avril, dans le cadre d'une exposition temporaire au premier étage du musée, euh, où nous avons fait une collecte auprès des Bruxellois dans leur diversité. On en parlait tout à l'heure, là, des 684 nationalités. On a récolté des objets, ben voilà, du Bruxelles, Zineke, et notre directrice faisant fonction et conservatrice de la Maison du Roi va nous présenter cette collecte. Et c'est quoi faire de la collecte quand on est un musée auprès des Bruxellois? Dans le cadre du Brussels Renaissance Festival au mois de juin, Jonathan Dumont, qui travaille à l'Université d'études médiévales de Vienne et également à l'Université de Liège, va nous raconter comment on a créé le mythe de Charles Quint à partir de son émancipation à l'âge de 15 ans. Nous prenons nos congés d'été. Ça ne sera pas des congés scolaires ou des camps scouts ou des mutuelles, mais nous nous absentons en été pour revenir au mois d'octobre dans le cadre d'une exposition temporaire au premier étage de la Maison du Roi, où le curateur de la mini-exposition, Benoît Goffin, qui travaille à la région wallonne, va nous expliquer l'histoire du jeu de balle, ses règles, ses principes et les concours actuels qui ont encore lieu autour de ce sport. Peut-être pour certains d'entre vous, vous ne le savez pas, mais toutes les années, il y a un concours de jeux de balle sur la Grand Place au mois d'août. Alors, les 4 premières conférences seront en français à la Maison du Roi et la 5e conférence sera en néerlandais, bah, parce que c'est le mois de décembre, en webinaire sur George Houston par une professeure euh, émérite de l'Université de Gand, Lida Van Zandvoort, qui va nous parler de George Houston. Alors, ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est un sculpteur que vous retrouvez dans tout le paysage bruxellois. C'est lui qui a fait les sculptures de la Maison des Chats dans les boulevards du centre. C'est lui qui a fait la fontaine en Spac. Si vous habitez dans le Brabant wallon, vous connaissez peut-être au cimetière de euh, oh, maintenant le nom m'échappe. La famille de Goblet d'Avila à Cour-Saint-Étienne, voilà. Donc c'est lui qui a fait ce monument assez impressionnant. Et donc Lena Van Zandvoort va nous expliquer les œuvres de cet architecte. Voici le programme donc pour cette année, pour l'année prochaine. Vous le remerciez à tous pour être restés jusqu'à la fin de la conférence. Vous remerciez encore vous, Monsieur Oussiou, pour la 3e fois, je vous remercie. Et vous souhaitez à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. On se revoit en février 2025. Très bonne fête de fin d'année à tout le monde. Au N'oublions pas revoir. ce soir que demain c'est Saint-Nicolas, hein, donc soyons sages. Essayons de le rester, Voilà. effectivement. Merci beaucoup. En fait, j'ai choisi la date d'aujourd'hui en rapport à la Saint-Nicolas, pour être honnête aussi. Ben voilà, oui, Ben voilà. je suis un grand enfant et j'irai demain regarder ma chaussure. Voilà, on ira tous avec curiosité. Bonne soirée à Au tous et revoir. très bonne Au fête. revoir. Au revoir Merci. tout le Bonne monde. Au soirée, au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.